13h, le journal à la présentation. François-Xavier Tiawadia Fatoussar. Bonjour Xavier. Bonjour Adia, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de cette édition. Situation en Gambie. Le HCR se prépare à toutes les éventualités. Déjà plusieurs milliers de Gambiens sont arrivés au Sénégal, pour l'essentiel des enfants. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec le Sénégal, est en train de mettre en place un plan de contingence au cas où la situation devrait empirer. À Ziguinchor également, l'on se prépare au pire. L'inspection d'académie travaille sur un plan d'évacuation et de prise en charge de 4000 élèves. Il s'agit des pensionnaires des 48 établissements situés le long de la frontière avec la Gambie. Les transporteurs persistent. Il faut une voie de contournement de la Gambie. Ce matin, c'est le regroupement des transports de proximité, communément appelé horaire, qui embouche la même trompette. Cette route devrait permettre, selon ces transporteurs, de voyager en toute sécurité et dans de meilleures conditions en direction ou en provenance de la Casamance. Et puis Kayi qui réclame le PUDC. Cette commune de la région de Kaolack, composée de 32 villages, ne dispose que d'un poste de santé et sur place, l'électricité est encore un luxe. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports avec Arona Diouf, l'invité de la rédaction, et Telenko, porte-parole du Haut-Commissaire des réfugiés Afrique de l'Ouest. La revue de presse, c'est l'affaire de Marianne Senghor. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Xavier, à 48 heures de la date prévue pour la prestation de serment du président élu de la Gambie, c'est l'incertitude totale à Banjul. Une incertitude qui pousse les Gambiens à déserter le pays. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés parle de plusieurs milliers de personnes qui ont traversé la frontière sénégalaise en provenance de la Gambie. Même si le HCR précise qu'il n'y a aucune crise humanitaire pour le moment, il se prépare à toutes les éventualités. Je propose d'écouter Mme Elenko, porte-parole du HCR Afrique de l'Ouest. Il y a en effet plusieurs milliers de personnes qui sont passées de la Gambie vers le Sénégal au cours des 10 derniers jours. Pour l'instant, il n'y a pas de crise humanitaire. Ça va bien sûr dépendre de ce qui va se passer en Gambie. Vous savez que les efforts diplomatiques sont toujours en cours. Donc, les autorités sénégalaises, bien sûr, sont préparées si jamais la situation s'aggrave. Nous-mêmes, nous avons indiqué que nous étions disposés, bien sûr, à aider au niveau humanitaire si les autorités sénégalaises le demandent. On est aussi en train d'aider justement ces mêmes autorités à renforcer le système d'enregistrement pour avoir une meilleure idée du nombre de personnes qui passent. Et bien sûr, on est en train de mettre en place des plans de contingence avec les autorités sénégalaises sur place, bien sûr, tout cela pour être prêt si jamais la situation change. Merci à Mme Elenko, porte-parole du Haut Commissariat des réfugiés Afrique de l'Ouest. Elle sera l'invitée de la rédaction. À Ziguinchor, 48 établissements pourraient être impactés en cas de crise en Gambie. Il s'agit d'écoles situées le long de la frontière avec ce pays. Près de 4000 élèves pourraient ainsi être déplacés si la situation devrait s'aggraver en Gambie. C'est pourquoi l'inspection d'académie de Ziguinchor travaille sur un plan d'action prévisionnel. Ismaïla Diouf est l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. Le voici au micro de Mariama Penda Diallo. Lorsqu'il y a insécurité en Gambie, tout le long de la frontière, les écoles qui sont là-bas, à moins de 5 km, on s'attend à ce qu'ils se déplacent. Et c'est des populations qui, scolarisées, sans mesure, ils risquent de perdre du temps. Et c'est pour cela que nous les avons évalués à 4000, c'est-à-dire toutes les écoles qui sont en moins de 5 km, ça fait une population en effet de 4000 élèves, 48 établissements. Alors nous avons fait un plan d'action où les établissements susceptibles de les accueillir sont identifiés et les mesures d'accueil, dans un premier temps, c'est de créer des abris avec l'aide des partenaires, créer des tentes, créer des commodités et même prévoir des appuis aux familles qui vont venir pour la nourriture et des écoles pour les prendre en charge pour que, véritablement, si cette situation arrivait à perdurer, que les parents, les élèves ne perdent pas de temps. On a également prévu avec les partenaires d'accueillir les familles gambiennes qui vont venir avec des enfants, peut-être avec eux, avec certainement des enseignants, identifier les enseignants gambiens qui vont prendre en charge les élèves gambiens qui seront ici avec nous. On a déjà réfléchi, le plan d'action est élaboré. J'étais hors de Ziguinchor, mais le gouvernement a appelé pour budgétiser le plan. Et je pense que ça a été fait. Et donc, les mesures sont prises. Mais, in fine, on souhaite vraiment que ce plan ne soit pas mis en application parce que la raison aura prévalu en Gambie et que la stabilité sera maintenue.
Merci Ismaël Diouf, inspecteur d'académie. Le regroupement des transports de proximité, communément appelé horaire, en phase avec les syndicats de transport qui proposent le contournement de la Gambie. Ces transporteurs disent avoir déjà pris les devants, mais ils demandent aussi à l'État de tout faire pour qu'une voie de contournement soit réalisée afin de faciliter le voyage vers la Casamance. Kamor Dianté est le secrétaire général du regroupement des transports de proximité du Sénégal. Il est au micro de Bassirou Kane. On a fait un communiqué à Dakar en demandant à tous les acteurs qui exercent dans notre domaine d'activité pour le transport de proximité de prendre d'emprunter la voie de contournement pour une question même de sécurité. Parce que tout le monde connaît la situation actuellement en Gambie qui n'est pas stable. Donc il y a énormément de checkpoints maintenant, des soldats encagoulés. Donc voilà pourquoi on a proposé à tout le monde, et compte tenu actuellement de la situation actuelle du pays, on a proposé à tous nos acteurs et à tous les transporteurs du Sénégal vraiment d'emprunter la voie de contournement. Et c'est une occasion encore pour nous autres de relancer la question de la voie de contournement. Nous sommes les seuls dans ce pays, les trois régions notamment de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor, qui sont obligés pour aller rallier la capitale Dakar de passer par la Gambie, un territoire étranger. Et tout le monde connaît les tracasseries de la transgambienne. Tout le monde connaît les difficultés qu'ont encore les populations pour la traversée de la Gambie, avec vraiment des bacs tout le temps en panne. Donc si la situation est actuellement aussi difficile en Gambie, l'État du Sénégal, c'est bien de penser à la route nationale numéro 6. Mais je crois qu'il y a une voie de contournement national qui a été prévue au temps d'Abdou Diouf. Il est temps encore à l'État sénégalais de relancer cette voie-là pour permettre aux populations de la Casamance de pouvoir voyager tranquillement et ne pas être obligé de passer par la Gambie. Normalement, un citoyen sénégalais doit pouvoir quitter Kolda, aller à Dakar et revenir passer la nuit à Kolda si on avait la voie de contournement. Et puis, sur le terrain diplomatique, après le Nigeria, c'est le Maroc qui tente à son tour d'offrir une porte de sortie à Yaya Jammeh. Pour ce faire, Rabat compte d'abord sur les excellentes relations diplomatiques qu'elle entretient historiquement avec la Gambie. Le ministre délégué marocain aux Affaires étrangères a été dépêché à Banjul où la RADDHO dénonce la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire. Khadifal Koulibaly. C'est une médiation de la dernière chance que le royaume chérifien tente auprès de l'homme fort de Banjul après l'échec de l'initiative du Nigeria et de la CEDEAO pour convaincre Yaya Jammeh de céder le pouvoir. Le ministre délégué aux Affaires étrangères marocain Nasser Bourita est en Gambie depuis plusieurs jours. Le Maroc accepte de recevoir le président déchu Yaya Jammeh en exil au cas où il accepterait les résultats des élections. Au même moment, le président de la Cour suprême s'est récusé de l'examen de recours porté devant cette juridiction par Yaya Jammeh contre l'investiture de son successeur élu Adama Barrow. Le juge nigérian Emmanuel Fagbenle se sent concerné par l'interdiction de Yaya Jammeh à toute autorité judiciaire de participer à la prestation de serment de Adama Barrow. A signalé aussi que des personnalités ont fui Banjul. Il s'agit entre autres du ministre gambien des Affaires étrangères McDowell Guy et du ministre du Commerce Abdou Diop. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme est vivement préoccupée par la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire en Gambie, marquée par des arrestations arbitraires des partisans du président nouvellement élu, la fermeture des médias et l'afflux de milliers de réfugiés vers le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée-Bissau. J'ajoute Khadifal Koulibaly qu'à 2 jours de l'investiture du président élu Adama Barrow, 3 ministres du gouvernement de Yaya Jammeh ont démissionné. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Finances et de celui du Commerce. Ces derniers ont été immédiatement remplacés par le président Jammeh. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Xavier, à présent, parlons de développement communautaire. CAI réclame le programme d'urgence. CAI est une commune de la région de Kaffrine. Elle polarise 32 villages dont seuls 3 sont électrifiés. Côté infrastructure sanitaire, CAI est aussi à la traîne. Toute la commune ne dispose que d'un seul poste de santé. Les populations qui aspirent à un mieux-être souhaitent que leur commune soit éligible au PUDC. Daoudalaï Badiane. Sur les 32 villages que compte la commune de CAI, seuls 3 bénéficient d'une électrification de concessionnaire. Une inégalité aux yeux des populations qui conçoivent cela comme une cuillerée de sucre dans la mer. El-Haj Taradjane, maire de CAI. Ici, 3 villages seulement sur les 32 ont l'électricité. Bien vrai que nous avons des concessionnaires, mais les populations préfèrent plus la Sénélec. Idem pour la santé. Ici, la commune dispose
que d'un poste de santé, les populations parcourent des kilomètres pour avoir des soins sanitaires. Et la commune n'a qu'un seul poste de santé, le reste c'est des cases de santé. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État. Toutefois, le maire ne désespère pas. Les réalisations dans le cadre du PUDC sont accueillies comme un début de solution à la demande des communautés. Dans l'éducation, nous avons le centre de formation des enseignants, une partie de l'université. Avec le PUDC, l'hydraulique sera augmentée et tant d'autres. La commune de Keyi, au cœur du bassin arachidier, voudrait davantage bénéficier de surfaces appropriées à la production agricole, nous dit le maire. Ce qui nous préoccupe, c'est ces surfaces qu'on qualifie de forêt classée, alors qu'il n'en est rien. Ce que nous voulons, c'est que l'État puisse tout faire pour nous permettre d'être en possession de ces surfaces pour mener nos activités agricoles. Daouda Laye-Badiane, Keyi, Radio Sénégal. Goudiri a abrité hier le lancement des journées de la suivi de l'enfant pour la région de Tamba. Les enfants de 0 à 59 mois, autrement dit de 0 à 5 ans, sont les cibles de cette campagne. Plusieurs activités et actions vont être menées pour leur assurer un mieux-être. Il faut savoir que le département de Goudiri enregistre des taux élevés de mortalité infanto-juvénile. Ansoumana Sadio. Pour faciliter la prise en charge des enfants afin de leur assurer un bien-être, la région médicale de Tambacounda a choisi le district de Goudiri pour le lancement d'activités des journées dites de survie de l'enfant. Ce sont des enfants de 0 à 59 mois qui sont ainsi ciblés pour plusieurs interventions. Amadou Sakho, préfet de Goudiri. Nous nous félicitons du fait que Goudiri soit choisi pour abriter le lancement des journées régionales au niveau de la région de Tambacounda. Certains cas de malnutrition peuvent entraîner des handicaps à vie sur le développement cognitif de l'enfant et cela peut affecter vraiment sa scolarisation. Dans cette région de Tambacounda, le taux de mortalité infanto-juvénile reste élevé, dépassant très souvent le seuil du niveau national. Aboubakri Kaba, médecin-chef du district de Goudiri. Ces journées vont nous permettre quand même de rattraper beaucoup d'enfants qui sont dans des situations difficiles, notamment dans le cadre de la nutrition. Le taux de malnutrition aiguë sévère est très élevé dans le district de Goudiri, dans le département de façon générale. Aussi, ces journées aussi vont nous permettre quand même de rattraper les enfants irréguliers dans le cadre de la vaccination, d'autant plus que nous avons eu des soucis dans le cadre de l'accessibilité de certaines zones. L'occasion sera saisie pour faire la promotion et la référence pour l'inscription à l'état civil, la consommation d'aliments riches en iode, l'allaitement maternel exclusif. Ansoumana Sadio, Tambacounda pour Radio Sénégal. Allons à Sédhiou pour parler politique. La coalition Benno Bokk Yakaar a tenu un point de presse pour répondre au Conseil communal de la jeunesse. Le président du Conseil communal de la jeunesse s'était répandu dans la presse la semaine dernière pour dire que le gouvernement n'avait encore rien fait pour la région de Sédhiou. Eh bien, Benno Bokk Yakaar ne l'entend pas de cette oreille. La coalition du camp présidentiel a fait face aux journalistes pour lister les réalisations du président Sall dans la région. Mamadou Kanté. Si pour le Conseil communal de la jeunesse, Sédhiou est oublié par le pouvoir central, la coalition Benno Bokk Yakaar pense le contraire. Serigne Pathé Kébé, initiateur de la rencontre, de citer les réalisations du président Sall dans la région de Sédhiou. On ne parle plus de stade, plus de route à Sédhiou, on ne parle plus de chambre de commerce, on ne parle plus d'espace numérique, on ne parle plus de la radio RTS4, on ne parle plus de la promotion de l'emploi des jeunes qui est le PRODAC. Ce qu'on peut aujourd'hui de nos parts, en toute gratitude, de lui dire merci. À la tête d'une forte délégation, le maire de la commune de Sédhiou pense que Macky Sall est le président de la ruralité. Abdoulaye Diop. Depuis des années 1960 jusqu'à date, c'est aujourd'hui qu'ils ont un président pour la région de Sédhiou et n'ont pas arrêté d'énumérer l'ensemble des chantiers en cours. Nous venons de voir notre président de la République lors de l'inauguration du stade de Pikine, encore une fois au-delà du stade municipal, nous dire voilà, je vous offre un stade régional. Je crois que ça c'est une réponse forte aux besoins de l'ensemble de la jeunesse de chez nous. Interpellé sur la promotion des cadres de la région, l'édile de dire que le président de la République n'a pas oublié Sédhiou et reste convaincu que d'autres cadres de la région seront bientôt promis à des postes de responsabilité par le chef de l'État. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté. C'est la fin de la première partie de ce journal. Xavier, un rappel des titres. À 13h15, situation en Gambie. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se prépare à toutes les éventualités. Déjà plusieurs milliers de Gambiens sont arrivés au Sénégal, pour l'essentiel des enfants. Le HCR, en collaboration avec le Sénégal, est en train de mettre en place un plan de contingence au cas où la situation devrait empirer.
À Ziguinchor, on se prépare au pire. L'inspection d'académie de la région travaille sur un plan d'évacuation et de prise en charge de 4000 élèves. Il s'agit des pensionnaires des 48 établissements situés le long de la frontière avec la Gambie. Et puis les transporteurs persistent. Il faut une voie de contournement de la Gambie. Ce matin, c'est le regroupement des transports de proximité, communément appelé horaire, qui embouche la même trompette. Cette route devrait permettre de voyager en toute sécurité et dans les meilleures conditions en direction ou en provenance de la Casamance. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. À présent, la page des sports avec nous, Arona Diouf. Bonjour. Bonjour, Adja Farsar. CAN 2017 au Gabon, la poule D entre en lice cet après-midi. Et Ghana-Ouganda, c'est l'affiche des 16h des équipes donc, qui s'étaient déjà rencontrées au mois de novembre dernier pour le compte de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018. Le score à l'époque, 0 but partout. Et c'était à Accra. Dans l'autre rencontre du jour, l'Égypte fait face au Mali à 19h, absente de la CAN depuis 2010. Les Pharaons sont attendus pour confirmer leur renouveau face aux Aigles du Mali. Hier, dans le groupe C, la Côte d'Ivoire, championne en titre, a été tenue en échec par le Togo, 0 but partout. Dans l'autre match du jour, la RD Congo a surpris donc le Mali et le Maroc un but à 0 malgré une nette domination des Lions de l'Atlas. Eh bien, Arono Gaïnedia et les Lions de la Teranga s'entraînent aujourd'hui à huis clos. Hier, lendemain de victoire face aux Tunisiens, les Lions se sont entraînés et l'accent a été mis sur les remplaçants. Et c'était au stade de Bongoville, à 62 km de Franceville, alors que les titulaires effectuaient une séance de déclassage. Les remplaçants ont effectué une séance légère, histoire de mieux préparer la rencontre de jeudi contre le Zimbabwe. Envoyé spécial à Franceville, Benoît Badian. Lendemain de victoire, séance d'entraînement intense pour le banc et le reste du groupe des Lions au stade municipal de Bongoville. Le match c'est derrière nous, on se concentre sur le prochain match. Après une victoire qui était un peu difficile, mais dans un match de football il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Donc, mais le plus important c'est la victoire qui compte. Parce qu'on avait besoin de ces 3 points pour essayer d'aller vers l'avant le plus rapidement possible. Cheikh Ndoye, Moussa Konaté ou encore Pape Seydou Ndiaye n'ont pas été ménagés pendant plus d'une heure. Ils se disent prêts à l'image du reste des 11 titulaires contre la Tunisie. On a tous besoin de jouer, mais voilà, on est une équipe, on est un groupe qui a beaucoup de potentiel. Ça ne veut pas dire comme ça qu'on a été sur le banc que voilà, les autres ne vont pas faire la différence. Que ce soit moi, que ce soit les autres, on a tous nos qualités et puis on va essayer de jouer à nos justes valeurs. Il y a des choses qui n'ont pas marché, mais le coach est conscient de ça. On va continuer encore et revoir les choses pour le prochain match. Non, c'est pas inquiétant pour moi. On est des compétiteurs, on a besoin de jouer. Donc on est une équipe, on est 23, donc ça va vite. On joue tous les 4 jours, donc on a besoin de tout le monde, donc il faut rester concentré et il faut être prêt. Le travail de préparation à la prochaine sortie se poursuit ce mardi. Aliou Cissé et son groupe seront cependant bien à l'abri des regards indiscrets afin de remettre ça jeudi face aux Warriors du Zimbabwe. Benoît Badian à Franceville pour Radio Sénégal. L'un de nos envoyés spéciaux à Franceville, Benoît Badian, donc l'équipe nationale du Sénégal, Adja, qui s'entraîne aujourd'hui à huis clos. Alors maintenant, on a la découverte du jeune prodige de la tanière, Ismaël Sarr. Révélé au grand public lors des matchs amicaux des Lions de la Teranga, le jeune Ismaël Sarr a grandi dans une famille de footballeurs. Son père vit actuellement à Saint-Louis et est ancien joueur de la Linguère de Saint-Louis. Le reportage de Batorfal chez le joueur du FC Metz. Cheveux grisonnants, teint noir, Abdoulaye Sarr, plus connu sous le nom de Nargad, est un ancien footballeur de la Linguère de Saint-Louis. Du haut de ses 57 ans, l'homme très humble n'est pas du tout surpris par la carrière de son fils, Ismaël Sarr. Pourquoi il s'est intéressé au football? C'est très simple. Moi qui suis son père, j'ai joué au football. Son oncle était aussi très connu. Ils jouaient tous au football. Il est né dans une famille de footballeurs. Je l'ai mis à l'école. À peine un mois, son instituteur m'a appelé. Il m'a demandé gentiment de le faire sortir et de le laisser suivre sa passion. Un beau jour, je l'ai vu jouer. On avait une équipe qui s'appelait Brésil. C'est comme ça qu'il est entré dans le football. C'est une vraie passion
pour lui. Pour réaliser le rêve de son fils, il le confia à la Linguère, mais le sort en avait décidé autrement. Il atterrit alors à Génération Foot. Plus tard, il intègre l'équipe nationale des U18 avant de s'enrôler pour Metz. Le sélectionneur national Aliou Cissé le propulse lors des matchs amicaux. Ismaël Sarr se fait de plus en plus au nom dans le milieu. Je prends ça avec philosophie et sérénité. J'ai duré dans ce métier, c'est pourquoi je ne suis pas surpris. Son passage à l'équipe nationale, au FC Metz, je suis passé par là. Ce sont ceux qui ne connaissent pas le football qui sont surpris, pas moi. Sa carrière internationale ne laisse pas sa famille indifférente, le football étant un milieu réputé dangereux. Je lui conseille souvent d'être serein, de ne pas être trop pressé, qu'il évite l'alcool ou la drogue. Tout sportif qui s'y frotte, s'y pique. Il a vu des anciens joueurs passer par là. Je lui dis souvent de prendre référence sur telle ou telle personne. La maison familiale de Ismaïla Sarr à Médina Course ne désemplit pas à chaque match des Lions. Du coup d'envoi au sifflet final, on a du mal à retenir son souffle. Batorfal, Saint-Louis, la RTS. Comme quoi, Adja, chez les Sarr, le foot est dans le sang. Sans aucun doute, Arona, des Sarr, je peux t'en citer, Boubacar Sarr, Locotte, Pape Sarr, Ngour Sarr, et bien sûr pour les Diouf, je ne peux que dire El Hadj Diouf peut-être. Après la belle prestation du gardien de but Abdoulaye Diallo, Maniok nous plonge aujourd'hui dans les souvenirs des illustres gardiens de but du Sénégal. Enfin, connaisseur de football, l'enfant de Mbolorten analyse le match Sénégal-Tunisie. Maniok qui recommande vigilance et surtout une concentration en perspective de Zimbabwe-Sénégal. Chronique Khan signé Cherfal. De Yali, Demba Mbaye à Tony Silva, en passant par Birandi, Mandiati, Chersek, les exemples de Maniok ne sont pas exhaustifs. Le football sénégalais a connu des légendes de gardiens de but. Il en a produit et il continuera d'en produire. À l'entame de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le gardien des Lions, Abdoulaye Diallo, fut impérial. Il était dans son rôle car il est déployé au Gabon pour défendre crânement la cage des Gaïndés, tout comme ses autres coéquipiers. Maniok relève donc ses commentaires à caractère individuel, alors qu'ici, il s'agit de jeux collectifs, de générosité et de faire rouler le ballon dans les bonnes directions. Les Lions ont réussi l'essentiel. C'est le seul commentaire qui résulte du sens du devoir et du patriotisme. Abdoulaye Diallo, Sadio Mané, Karamboch, pour avoir bien défendu et marqué les buts qui ont coulé la Tunisie, sont cités par les puristes. Mais ces chœurs qui dansent et chantent des dithyrambes ne devraient pas nous détourner de l'essentiel. Le plus dur reste à venir et l'enfant de Mbolorten demande aux nombreux sélectionneurs et analystes sénégalais, dépositaires de la science du football, de faire œuvre utile et de plaider pour le renforcement de la cohésion du groupe. La tanière a plus que besoin de cet élan. Pensons au Zimbabwe qui va affronter le Sénégal les dents en l'air, la truie en bandoulière. Maniok a déjà pris rendez-vous avec Kemtan, l'enfant de Mboloch. Tient à sa mission qui se dévoile au fur et à mesure que les lions descendent sur le terrain. Il est l'œil, les pieds et les oreilles du premier supporter dans cette canne de tous les espoirs. Il vous le demande. Faisons corps et parlons toujours du groupe, même de ceux qui sont sur le banc de touche. Demain, il fera jour. Mbolorten, Radio Sénégal, Cherfal. Cherfal dans sa chronique journalière consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Arona, le reste de l'actualité sportive, ce sont les résultats et programmes des coupes en Europe. Les championnats d'abord en Espagne, on a clôturé hier la 18e journée de la Liga. La Real Sociedad en déplacement à Malaga s'est imposée sur le score de 2-0. Calcio italien, Torino AC Milan, 2 buts partout. Une rencontre qui a clôturé la 20e journée de la Série A. En Angleterre, on joue le 3e tour de la FA Cup. Entre autres rencontres ce soir donc, Burnley, Sunderland, Fleetwood, Bristol, Barnsley, Blackpool et Crystal Palace, Bolton. Coupe du Roi, c'est en Espagne le programme des quarts de finale. Allez, demain, Alcorcón, Alaves, Real de Madrid, Celta Vigo et jeudi Atlético de Madrid, Eibar, Real Sociedad, Barcelone. C'est tout pour cette page des sports. Adja Fadoussa. Merci à Arnaud Diouf, c'est tout pour les sports. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction.
Parole du Haut Commissariat des réfugiés Afrique de l'Ouest. Selon elle, il n'y a pas encore un afflux massif de personnes ayant quitté la Gambie pour s'installer au Sénégal. Le HCR a noté cependant quelques milliers de personnes, principalement des enfants, qui sont arrivés au Sénégal ces derniers jours en raison de la situation qui prévaut en Gambie. Madame Hélène Co répond aux questions de François-Xavier Diao. On a noté depuis quelque temps un afflux de personnes, de déplacés, en tout cas qui quittent la Gambie pour venir s'installer au Sénégal. Quelle est la situation que vous faites sur ce phénomène-là? Alors pour l'instant, on peut dire qu'il y a en effet plusieurs milliers de personnes qui sont passées de la Gambie vers le Sénégal au cours des 10 derniers jours. La raison principale, bien sûr, c'est la situation incertaine au niveau politique en Gambie. Il faut préciser quand même qu'il n'y a pas d'afflux massif. On parle de quelques milliers de personnes, principalement des enfants. Vous avez des parents qui en fait ont décidé de mettre leurs enfants à l'abri en quelque sorte. Donc c'est plus des mesures de précaution, mais il n'y a pas de fuite de personnes massives vers le Sénégal. La frontière reste ouverte entre les deux pays. Du côté Sénégal, pour des raisons de sécurité, la frontière est quand même fermée de 7h du soir à 7h du matin. Par contre, dans la journée, il n'y a aucun problème pour passer. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que bien sûr, il y a des mouvements de la Gambie vers le Sénégal, mais il y a toujours aussi des mouvements réguliers entre le Sénégal et la Gambie, c'est-à-dire notamment des commerçants qui continuent à faire leurs activités économiques. Alors, quelles sont les conditions de vie de ces gens qui quittent la Gambie pour venir au Sénégal? Alors, la plupart de ces personnes qui arrivent au Sénégal, déjà, il y a des Gambiens et des Sénégalais, mais il y a aussi des gens qui ont la double nationalité gambienne et sénégalaise. Et puis, on a aussi noté, nos équipes qui étaient sur le terrain ont aussi noté des étrangers, notamment des Libériens, des Mauritaniens, des Ghanéens, des Guinéens, qui quittent donc la Gambie de façon temporaire. La plupart des personnes qui arrivent au Sénégal, donc principalement des enfants, comme je l'ai dit, restent dans des familles d'accueil ou chez des membres de leur famille, puisque vous savez qu'il y a sans arrêt il y a toujours eu des mouvements réguliers entre les deux pays, et les gens ont la famille des deux côtés de la frontière. On a, donc pour l'instant, il n'y a pas du tout de problème d'accueil. Il faut quand même signaler que les familles au Sénégal, en ce moment, certaines familles ont doublé, voire triplé en nombre. Donc, si la situation d'accueil perdure, c'est vrai que ça pourrait poser des problèmes au niveau des ressources. Justement, est-ce qu'on devrait craindre une crise humanitaire si la situation devait perdurer? Pour l'instant, il n'y a pas de crise humanitaire. Ça va bien sûr dépendre de ce qui va se passer en Gambie. Vous savez que les efforts diplomatiques sont toujours en cours. Donc, les autorités sénégalaises, bien sûr, sont préparées si jamais la situation s'aggrave. Nous-mêmes, nous avons indiqué que nous étions disposés, bien sûr, à aider au niveau humanitaire si les autorités sénégalaises le demandent. On est aussi en train d'aider justement ces mêmes autorités à renforcer le système d'enregistrement pour avoir une meilleure idée du nombre de personnes qui passent. Et bien sûr, on est en train de mettre en place des plans de contingence avec les autorités sénégalaises sur place, bien sûr, tout cela pour être prêt si jamais la situation change. Concrètement, quelles dispositions vous avez prises au niveau du HCR pour faire face au cas où ça empirerait? Ce sont principalement les autorités sénégalaises, bien sûr, puisqu'on est sur le territoire sénégalais. Ce sont des gens qui arrivent en territoire sénégalais, donc ce sont au premier lieu les autorités sénégalaises qui sont concernées. Nous, on est bien sûr là en soutien s'il y a une demande. On est en train de mettre en place des plans de contingence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler avec les autorités sénégalaises pour identifier des lieux, des stades par exemple, des centres pour les jeunes, pour éventuellement accueillir des gens qui passeraient en grand nombre du côté sénégalais. Et puis bien sûr, on regarde aussi tout ce qui peut être nourriture et assistance. Encore une fois, cela, c'est au cas où il y a des afflux massifs, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Madame Hélène Co, je vous remercie. Merci à vous. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est
suite avec Marianne Senghor. Dans le soleil, on nous apprend qu'Adama Barrow a tenu à rassurer son peuple. Dans la déclaration lue par son conseil spécial, Ahmed Fati, Barrow dit, je le cite, « Le 19 janvier, je prêterai serment et formerai mon gouvernement sur le sol gambien, conformément à l'article 63 de la Constitution. J'assumerai mon rôle à partir de jeudi, si Dieu le veut. » Fin de citation. Voulant montrer aussi qu'il est au courant de tout ce qui se passe dans son pays, note le quotidien, Barrow a déploré les condamnations et les arrestations illégales de militaires notées ces derniers temps au mépris de la loi. Adama Barrow au Sénégal, le dossier gambien est devenu une véritable ciguë pour le régime de Macky, écrit Walf Quotidien, qui se pose beaucoup de questions comme pourquoi le Nigeria, dont le président est désigné médiateur en chef de la crise et dont le Parlement a décidé d'offrir à Jammeh l'asile politique, ne l'a pas accueilli. Pourquoi le Libéria, qui assure la présidence de la CEDEAO, n'a pas accueilli Adama Barrow, alors que ces deux pays d'où les magistrats devant siéger à la Cour suprême gambienne devraient venir, ont en partage avec la Gambie et la langue anglaise et le Commonwealth. Toujours selon Walf Quotidien, la lucidité politico-diplomatique aurait commandé que le Sénégal, à défaut de pêcher la paix jusqu'au bout, soit beaucoup plus réservé. Dans l'Observateur, on nous apprend la démission des ministres des Finances et de la Justice à 48 heures de la prestation de serment du président élu. Ce n'est pas tout, le ministre gambien des Affaires étrangères aussi a dit bye-bye à Jammeh. C'est le sauve-qui-peut des Gambiens. D'après l'Observateur, des milliers de personnes ont quitté la Gambie pour le Sénégal, mais aussi pour la Guinée-Bissau. Pour prévenir un éventuel dysfonctionnement du transport, les cadres casamançais invitent le président Macky Sall à construire une voie de contournement de la Gambie sur 571 km, bien différente de celle qui passe par Tambacounda avec plus de 900 km. L'autoroute Ila-Touba sera livrée en 2018, nous révèle le Soleil. En effet, ajoute la Tribune, c'est le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui effectuait une série de visites des chantiers, qui a lui-même déclaré que l'autoroute Ila-Touba sera livrée le 31 décembre 2018. Les Chinois n'ont donc pas droit à l'erreur, écrit l'Observateur, puisque l'autoroute Ila-Touba, qui a coûté plus de 400 milliards, doit être livrée avant la présidentielle de 2019. Encore en politique, après la conférence de presse de vendredi dernier, les amis de Bamba Fall continuent de poser les jalons de la résistance. D'après les Échos, la deuxième coordination des femmes du Parti socialiste de la Médina ont organisé une cérémonie de récital de Coran pour la libération de leur mère. Dans Walf Quotidien, Jean-Paul Diaz interpelle Tanor en lui faisant savoir que la place d'un élu n'est pas en prison. Et son fils, Barthélémy Diaz, qui va plus loin dans le quotidien en déclarant que Tanor doit être traduit devant le conseil de discipline du parti pour haute trahison. Et on termine par la vente de la compagnie sucrière sénégalaise et des Grands Moulins de Dakar. Selon le journal Enquête, Fort Afrique sera le futur remplaçant de Mimran. CBAO, CSS, Grands Moulins de Dakar, conquête de l'empire de Mimran par le Maroc, titre Zoom Info. Selon ce journal, le royaume chérifien continue son expansion économique en Afrique de l'Ouest, donnant l'impression de faire du Sénégal sa porte d'entrée. C'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe technique, Amadou Ndiaye, Modou Diop, CDM, Oumar Sow, réalisation Aaron Diouf, André Noël Tchandoum, présentation François Xavier Tiawadia Fatoussa.